Bonjour. Dès que le 45e président des États-Unis est revenu aux affaires, endossant le rang de 47e, il instaure un rapport de force planétaire pour résoudre ce qu'il considère l'appauvrissement de l'Amérique, sentiment décliné parfois par des qualificatifs plus familiers, notamment à l'endroit de la vieille et fidèle Europe. Dans cet épisode, je vous propose une lecture claire et stratégique de la guerre commerciale qui agite toute la planète. À l'heure où toutes les chancelleries s'affolent des conséquences des droits de douane sur leur économie, le volet entreprise a été peu étudié dans les médias, et pourtant il est essentiel. Vous allez comprendre pourquoi et comment Donald Trump a déjà gagné sa guerre commerciale. Vous écoutez La géopolitique et la géoéconomie décryptée, le podcast pour comprendre les puissances, les tensions, les enjeux, les dynamiques et les opportunités du monde contemporain. Je suis Denis Deschamps, docteur en géopolitique, conférencier et éditeur de la lettre géopolitique quotidienne Le 24 heures sur la planète. Le retour fracassant de POTUS, vous savez, le President of the United States, POTUS. Lors du premier mandat, Donald Trump s'était attaqué exclusivement à la Chine, avec la volonté primitive et nationaliste de réduire le trou béant des échanges commerciaux, trou béant qui va atteindre 1000 milliards de dollars cette année d'ailleurs. Cette affaire s'était conclue par un accord et une série de promesses chinoises, notamment d'acheter plus de produits américains, vu que les Américains ne peuvent se passer des produits chinois, notamment électroniques et autres appareils ménagers. L'instauration d'un rapport de force. Tout le monde se souviendra de la mise en scène à la Maison-Blanche, avec un POTUS brandissant un panneau étrange et accusateur, justifiant des salves de sanctions douanières à tout pays présentant une relation commerciale défavorable avec l'Amérique. Une fois la complexité des calculs très relative et les calculs mis au jour, la tribu des économistes atterrés, les chancelleries se sont toutes précipitées pour prendre rendez-vous dans l'agenda d'un POTUS très fier de son coup, convaincu qu'il tient le monde dans le creux de sa main. Se vantant d'ailleurs d'avoir été appelé par 60 pays en 72 heures pour, j'ouvre les guillemets, pour lécher le cul des États-Unis, ne peut-il s'empêcher de s'exclamer en précisant « je réouvre les guillemets », il meurt d'envie de signer un accord sur les droits de douane. Pitié, pitié, monsieur, signons un accord, je ferai n'importe quoi pour ça. Je ferme les guillemets. Voyons maintenant les diversions qu'il a mis en place. Dans le même temps, les décrets pleuvent. Nous avons atteint des records du nombre de décrets sous une présidence, et vous avez vu que tout avait été programmé et préparé. Dès le premier jour, la valse et la salve des décrets a été enclenchée. Il faut détenir le Groenland en tonton, récupérer le canal de Panama, s'approprier le Canada pour en faire le 51e État, renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique, exiger la gratuité des passages des navires commerciaux et militaires dans le canal de Suez et à Panama, etc., etc. À travers ces décrets derrière lesquels se cachent des exigences ou des provocations, certaines cibles sont clairement définies comme des objectifs, le Groenland par exemple, et d'autres comme des diversions, le Canada par exemple, pour affoler toutes les chancelleries de la planète. Et plus Donald Trump consomme de la bande passante de ses partenaires adversaires, plus il renforce sa position dans la partie de poker menteur qu'il a imposée à tous. Maintenant, voyons les déclarations d'investissement. Du côté des entreprises, la nouvelle musique américaine ne peut être traitée de la même manière qu'un chef d'État, car Trump exige des implantations sur son territoire pour toute entreprise voulant y faire des affaires. Toutes les déclarations de bonnes intentions, les rappels à la raison, à l'amitié des chefs d'État et de gouvernement, tout autour de la planète, ne seront d'aucune aide pour les chefs d'entreprise. Un point de bascule se produit pendant que les économistes cherchaient à se faire réhabiliter sur tous les plateaux de télévision. Je vous invite, pour ce faire, à lire très attentivement l'introduction de l'ouvrage de Jacques Attali, qui est docteur en sciences économiques et pas seulement, de son ouvrage Le monde, mode d'emploi, où il critique de manière très détaillée la non-science économique et son incapacité à prévoir. Pour revenir sur les entreprises, les stratégies, les business plans et les plans d'investissement ont été revisités. Et voici la liste non exhaustive, mais assez complète tout de même, des déclarations d'investissement par secteur sur le territoire américain à court terme et à moyen terme.
Commençons par la pharma. Johnson & Johnson, 55 milliards de dollars. Eli Lilly, 27 milliards, 4 nouvelles usines, 10 000 emplois en création. Novartis, 23 milliards, 5 000 emplois en création. Roche, 50 milliards. Merck, 9 milliards. Amgen, 1,4 milliard. Sanofi, 20 milliards. Maintenant, sur l'industrie. ArcelorMittal prévoit une nouvelle usine pour un investissement d'1 milliard de dollars. Hyundai, 21 milliards de dollars, dont une aciérie de 5,8 milliards en Louisiane. Clarios dans les batteries, 6 milliards de dollars. Le Qatar passe une commande de 200 milliards de dollars auprès de Boeing. Dans la logistique, Pratt Industries, 5 milliards, CMA-CGM, 20 milliards. Dans la tech, le fameux secteur de la tech. Les Émirats arabes unis, 20 milliards de dollars dans des centres de données aux États-Unis. IBM, 150 milliards. Apple, 500 milliards, création de 20 000 emplois. Stargate, l'alliance entre OpenAI, Oracle et SoftBank, 500 milliards de dollars pour développer des infrastructures en intelligence artificielle. 10 centres de données et création de 100 000 emplois. Nvidia, 500 milliards de dollars. TSMC, le fabricant de semi-conducteurs basé à Taïwan, 100 milliards de dollars. Entre autres, il faut également noter que Riyad a promis 600 milliards de dollars d'investissement et d'échanges commerciaux lors de la visite de Trump dans les Émirats arabes unis et dans la péninsule arabique. Et MBS a également annoncé qu'il ferait à moyen terme plus de 4 000 milliards d'investissements aux États-Unis. En conclusion, avec plus de 2 800 milliards de dollars d'investissement annoncés pour le moment, Trump a-t-il gagné sa guerre commerciale ? Alors que tous les investissements directs étrangers, les IDE, dans le monde avaient baissé de 11% en 2024, selon l'ONU, avec un montant de 1 500 milliards de dollars, les États-Unis étaient déjà la première destination sous l'ère Biden en 2024 avec 300 milliards de dollars et 289 milliards en 2023. Cette masse d'investissements programmés représente près de 10 ans, 10 années de stock d'IDE pour les États-Unis, du jamais vu, ou encore près de la moitié du budget fédéral, ou encore 10% du PIB estimé des États-Unis pour 2025. Maintenant, tout ceci présente une étrange équation pour la main-d'œuvre. La véritable question suggérée en bas-relief est la suivante. Quel personnage pour ces nouvelles usines ? Le taux de chômage américain est proche du plein emploi, avec 4,1%. En parallèle, Trump s'est montré très agressif envers la politique migratoire de la mandature précédente. Cependant, malgré le mur séparant le pays du Mexique, il faudra très certainement installer des portes dans ce mur pour mettre en musique tous ces investissements. Le Mexique, pour rappel, a 130 millions d'habitants cette année, dont 31% qui ont moins de 14 ans, et la population est estimée à 150 millions en 2050. Donc, la croissance des États-Unis devra impérativement s'appuyer sur cette jeunesse pour profiter de cette manne d'investissement. Si ce type d'analyse vous intéresse, je développe ces thématiques dans mes conférences, en France et à l'étranger, dont vous pouvez voir un aperçu sur mon site internet denisdeschamps.com. Pour aller plus loin, vous pouvez également rejoindre la communauté du 24 heures sur la planète, ma lettre géopolitique quotidienne. Là encore, allez sur mon site internet dans la page newsletter. Enfin, je peux intervenir très régulièrement dans vos comités de direction ou vos comités exécutifs en tant que Chief Geopolitical Officer, de manière très régulière pour faire un point avec tous vos décideurs de votre entreprise pour pouvoir faire de la transversalité et être au fait de tout ce qui se passe à l'extérieur, dans tous les environnements extérieurs de l'entreprise. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et vous connecter avec ma page LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode.